Bonjour à tous et à toutes. On vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui portera sur les impacts de la pandémie sur les personnes réfugiées ici et ailleurs dans le monde. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première invitée. C'est Madame Denise Otis, membre du Barreau du Québec depuis 1982. Elle est chef du Bureau pour les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, les HCR, qui est basé à Montréal. Avant de devenir une employée du HCR en mai 2004, Madame Otis s'est consacrée à la pratique privée, principalement dans les domaines du droit des réfugiés. Elle est appelée à soutenir la représentation du HCR à Ottawa à l'égard du droit, des politiques et des pratiques canadiennes qui affectent les demandeurs d'asile et les réfugiés. Elle représente aussi les HCR dans ses partenariats avec les autorités gouvernementales, provinciales, municipales et la société civile du Québec. Alors, je te cède la parole, Denise. Je vais arrêter mon partage d'écran pour te permettre de partager ta présentation. Merci infiniment, Laura. Franchement, je vais d'abord remercier le Crédil, sa directrice et son équipe pour cette invitation-là. Effectivement, c'est vraiment important de se poser des questions sur ce qui est arrivé parce que la pandémie, c'est vraiment un moment charnière. Hein. Ça a eu son lot de défis, mais aussi son lot je dirais, d'efforts d'adaptation, non seulement à l'international, mais aussi, et je le sais très bien, localement, et entre autres, donc à Joliette avec le Crédil. Alors, merci donc, et je salue tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Et je vais donc commencer tout de go. D'abord, peut-être que des gens ne savent pas c'est quoi le HCR hein, ou l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je voulais juste quand même vous indiquer que c'est une agence qui a été créée en 1950 pour s'occuper donc des réfugiés lorsqu'ils sont en situation de fuite. Donc, d'abord, une assistance physique pour littéralement, souvent, parfois, sauver des gens, mais aussi juridique parce qu'on est vraiment tributaire d'un régime des droits humains avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la suite, donc, la Convention elle-même qui a été mise sur pied à ce moment-là et qui donnait une définition des réfugiés et aussi les droits et les obligations de ces personnes-là. Maintenant, le HCR ne peut rien faire sans partenariat, et notamment de la société civile, les ONG, par exemple, comme le Crédil, et aussi, bien sûr, les gouvernements. Le HCR est une organisation intergouvernementale. On est là pour les appuyer dans la mise en application de la Convention de 51. Voici nos opérations quand même dans 130 à 135 pays où on a une présence et dans différents sous-sections, par exemple le bureau de Montréal dont on mentionnait tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup de monde, hein, à peu près 18 000 travailleurs et la plupart sur le terrain. Je pense que c'est important avant de parler de la pandémie, de vous donner un peu un portrait en 2020 de ce que ça voulait dire, la situation des personnes déracinées, des personnes qui sont obligées de quitter pour des raisons de respect de leurs droits humains, des raisons souvent, très terriblement souvent, pour des raisons de se sauver et d'avoir la vie sauve et aussi donc dans des contextes de violence, des contextes de conflit. C'est quand même un gros chiffre, 82,4 millions de déplacés. Et il faut voir aussi que dans tous ces gens-là, une grande partie sont des enfants. Et ça va nous faire réfléchir un peu plus loin. On va voir l'impact de la pandémie là-dessus. Donc, ce sont ici toutes les catégories de personnes que vous voyez sur cette diapositive-là pour lesquelles le HCR est appelé à intervenir. Et on voit bien qu'il y en a beaucoup qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays, presque le double des réfugiés. Parce qu'il faut que je vous spécifie qu'un réfugié, c'est une personne essentiellement en dehors de son pays d'origine, qui a donc traversé une frontière. Alors, c'est beaucoup de monde en déplacement, souvent à l'intérieur, donc ils sont dans les mêmes situations de réfugiés, mais à l'intérieur de leur propre pays. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour les gens de pouvoir quitter et d'aller dans un autre pays. Ceci dit, quand même, il faut réaliser une chose, c'est que 85%
sont dans des pays, la plupart du temps, limitrophes aux pays d'origine et souvent des pays en développement. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir, particulièrement lorsqu'on va parler de l'impact des pandémies. Maintenant, une chose peut-être qui est souvent mal comprise, 60% des gens qui sont en déplacement sont dans des zones urbaines et pas nécessairement dans des camps de réfugiés. Il faut s'en souvenir parce que ça crée aussi d'autres types de difficultés au niveau des protections. Alors, l'impact de la pandémie directement. Juste pour vous rappeler à peut-être un mauvais souvenir, mais quand même important au niveau chronologique, l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, qui déclare en janvier, il y a une épidémie, une urgence de santé publique de portée internationale, pour finalement déclarer de façon officielle le 11 mars 2020 que l'épidémie atteint donc un stade de pandémie. Alors, comme je disais tout à l'heure, les pays d'accueil étaient déjà assez vulnérables, les pays d'accueil des réfugiés. Parmi toutes les personnes qui ont été contraintes de fuir, 9 sur 10 vivent dans des pays en développement. Un peu, ça rejoint un peu le pourcentage que je vous donnais tout à l'heure au niveau des pays d'accueil. Maintenant, dans ces pays-là, déjà, les infrastructures au niveau de la santé sont fragiles et ils avaient déjà un besoin de soutien. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2018, il y a eu un pacte mondial sur les réfugiés parce que la réalité était que la plupart des pays qui recevaient le gros lot des personnes qui ont dû quitter, ils étaient déjà en situation d'appauvrissement souvent ou de grandes difficultés. Donc, il faut vraiment, ce pacte-là a été mis sur pied pour qu'il puisse y avoir un soutien davantage aux pays en développement dans l'accueil qu'ils font aux réfugiés, de façon à ce qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Maintenant, je le répète, encore une fois, cette vulnérabilité-là se voyait dans les camps qui étaient déjà densément peuplés, parfois, enfin, surpeuplés, mais aussi dans des zones urbaines assez défavorisées. Donc, ce qui fait qu'il y avait une insuffisance déjà des installations sanitaires et des installations qui permettaient d'obtenir des soins de santé. Et bien sûr, on n'a pas besoin d'être scientifique pour conclure que cela causait des problématiques au niveau des mesures sanitaires qui doivent être prises, au niveau de l'hygiène, de la distanciation sociale. C'était virtuellement, dans certains cas, particulièrement impossible, non seulement parce qu'il n'y avait pas de savon, ou de tout ce produit dont on s'enduit les mains depuis au moins 1 an et demi, mais aussi parce que la densité, la proximité des gens rendait ça très difficile. Et aussi, bien sûr, qu'il y a des zones qui sont très mal desservies parce qu'elles sont très loin, difficiles d'accès pour toutes sortes de raisons. Et donc aussi, en termes d'approvisionnement, ça rendait les choses particulièrement, ça accroissait cette vulnérabilité-là. Alors, il faut quand même garder en tête que les pays, donc, en majorité en développement, déjà avec des difficultés au niveau infrastructure, ce qui rend la pandémie encore malheureusement plus grave, si on peut dire. Voici les conséquences. Alors, bien sûr, je viens d'en parler, les difficultés d'établir les mesures sanitaires de protection, mais aussi fermeture de frontières. Et ça va avoir un impact direct sur les populations qu'on reçoit ici au Canada et dont, entre autres, notamment, Sylvain va nous parler tout à l'heure. Les personnes réfugiées elles-mêmes, difficultés au niveau financier. Alors, tout l'accès, tous ces différents petits travaux qui faisaient que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins disparaissaient. Et aussi, on a dû donc accroître l'accès à un certain petit microcrédit qu'on pouvait donner ici et là aux réfugiés de façon à pouvoir compenser pour cette difficulté et l'insécurité financière. Difficulté d'avoir accès aux services de santé, mais aussi parfois réticence d'y avoir accès parce qu'on craignait d'être expulsé. Il faut aussi se souvenir que souvent, dans certains pays d'accueil, malheureusement, il n'y a pas tout ce qu'on appelle les critères de non-refoulement, toutes ces protections qu'on peut avoir à titre de réfugié ne sont pas nécessairement appliquées. Alors, pour beaucoup d'entre eux, cette incertitude faisait en sorte que les gens n'allaient pas disons ouvertement, aller requérir des soins de santé.
Et bien sûr, tout ça s'est répercuté ici aussi, hein, problèmes de santé mentale qui déjà étaient fragiles et fragilisés par la situation. Maintenant, je vais en parler peut-être dans vos questions. Difficile accès à l'exercice du droit d'asile, bien sûr, parce que si on ne peut pas avoir accès à une autre frontière, donc s'il y a un refoulement, comme on dit dans notre jargon, ça rend les choses périlleuses et parfois ça mène à un retour dans le pays dans des conditions assez difficiles. Xénophobie, stigmatisation, parfois ça s'est vu, ça s'est dit que c'était les réfugiés qui étaient porteurs de cette pandémie, alors que c'est absolument pas factuellement vrai. Violence domestique envers les femmes, les enfants, surtout à cause de tensions créées par cette situation-là, et bien sûr l'impact donc socio-économique à moyen et long terme. Je mentionne le droit à l'éducation parce que ça a un impact direct sur les enfants qui se sont vus réduire la possibilité d'avoir accès à l'éducation. Les séparations des familles, les mesures de confinement ont certainement accru la vulnérabilité vis-à-vis des enfants, les risques de violence, difficulté d'accéder aux services et je vous dirais aussi que complications au niveau malnutrition, les complications médicales non traitées et ça rend donc les enfants de moins de 5 ans particulièrement vulnérables. Les fermetures des frontières, alors juste statistiquement, voici qu'en mars 2020, 168 pays ont fermé totalement ou partiellement leurs frontières, incluant le Canada. 90% d'entre eux n'ont fait aucune exception, ce qui a réduit évidemment l'accès à la protection internationale. Bien sûr, il y a eu ces tragiques refus de permettre le débarquement de bateaux qui transportaient des demandeurs d'asile, ce qui va totalement contre le principe de secours aux personnes en danger en mer. Je voudrais quand même citer le patron du HCR qui, en mars 2020, disait, et on va le répercuter aussi dans nos propres discours avec les gouvernements locaux, qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de protéger les nationaux vis-à-vis d'une pandémie et le fait de rendre accessibles aux frontières les demandeurs d'asile qui vont tout simplement se soumettre aux différentes mesures mises en place. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces deux possibilités-là et il faut se souvenir de la responsabilité vis-à-vis la solidarité. Hein? On est dans les journées québécoises de solidarité internationale et de compassion. Alors, l'impact sur la réinstallation des personnes réfugiées, il y a eu une pause entre mars et juin 2020, qui est une décision commune du HCR et de l'Organisation internationale pour la migration, qui habituellement s'occupe de faire les voyagements. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait presque pas de vol, parce qu'il y avait des transits difficiles et vous savez qu'il faut absolument s'assurer que les personnes soient de façon bien protégées lors de transit. Parfois, c'était même impossible. Les services consulaires qui émettent les visas ou les étaient absolument hors d'accès. Alors, les opérations réduites aussi au HCR et la OIM, même si, il faut le dire, en tout cas pour le HCR, je ne sais pas pour l'OIM, nous sommes restés sur le terrain. Et entrevues et orientations de pré-départ, souvent faites de façon virtuelle, en raccourci. Il faut se souvenir de ça par rapport aux populations qui arrivent maintenant. Ils n'ont pas nécessairement eu droit à cette formation pré-départ qui habituellement dure quelques jours. Alors, par contre, il faut quand même dire que malgré tout ça, il y a eu quand même à peu près 1000 personnes entre mars et juin 2020 qui ont pu arriver. Pourquoi? Parce que certaines d'entre elles avaient besoin d'une réinstallation d'urgence, c'est-à-dire pour une question de survie, et elles provenaient aussi de pays où les transits étaient disons, pas nécessairement multiples. Alors, il y a pu quand même y avoir ces possibles personnes qui sont arrivées, et je vous dirais qu'aussi un certain nombre qui étaient parrainés par des groupes privés, qui ont pu donc entrer parce qu'ils ont eux-mêmes organisé leur propre voyage. Il y a eu un protocole de quarantaine dont je laisserai parler les experts tout à l'heure, et impact aussi sur les demandes d'asile au Canada, bien sûr, considérant qu'il y a eu une fermeture partielle des frontières qui a duré jusqu'à 21 novembre 2021. Alors, pour terminer,
il est important qu'il y ait ce soutien international parce que la pandémie ne s'arrête pas aux frontières et on sait et on le répète et on l'a entendu de l'OMS, mais aussi de beaucoup de dirigeants, notamment le secrétaire général de l'ONU, que la réponse à la crise sanitaire doit passer par la coopération des États et que plus que jamais, on a besoin de cette solidarité de la communauté internationale. Alors, je sais que j'ai fait un survol rapide et peut-être que plus tard, vous aurez donc des questions, mais je suis certainement disponible de le faire maintenant si vous en avez. Merci. Alors, on va faire une petite distinction. On parle des réfugiés, mais en fait, à la frontière, on parlerait plus de demandeurs d'asile, si je comprends bien la question, parce que la plupart du temps, les réfugiés, disons, réinstallés arrivent virtuellement par avion. Hein. Je n'ai pas entendu parler de gens qui arrivaient de façon terrestre. On me corrigera peut-être, mais là, on parle plus de demandeurs d'asile. Alors, la personne qui a posé la question a raison en ce sens que il y a eu une fermeture partielle de la frontière, totale entre mars et avril, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pouvait rentrer, aucun demandeur d'asile, et à partir d'avril, une réouverture partielle, c'est-à-dire seulement pour les demandeurs d'asile qui se présentaient, par exemple, au point d'entrée officiel. Alors, au Québec, la colle était surtout ce point d'entrée, c'est le point d'entrée majeur en termes de demandeurs d'asile. Les personnes qui entraient par le chemin Roxham ne pouvaient pas être admis. On prenait leurs informations, on les retournait aux États-Unis en leur disant de revenir lorsque les frontières seraient ouvertes, ce qui est le cas maintenant. Alors, au moment où on se parle, donc depuis le 21 novembre 2021, maintenant, les gens qui entrent par le chemin Roxham, donc de façon générale, les gens qui entrent par des voies irrégulières, sont réadmises. De même que les gens qui étaient venus auparavant, les autorités de l'Agence des services frontaliers du Canada leur demandent de revenir à n'importe quel point d'entrée pour pouvoir continuer leur demande. Voilà. Il y a plus de nuances que ça, mais en général, voilà la réponse à la question. Parfait. Merci beaucoup, Denise. Et on continue avec notre deuxième panéliste. C'est M. Sylvain Thibault. Il est chargé des programmes en immigration pour les Crédils. Alors, depuis plus de 20 ans, Sylvain est dévoué avec cœur et toujours avec la même passion à faire de la difficile expérience de l'exil en tremplin vers de meilleurs demain. Alors, il est fier et enrichi d'une longue feuille de route d'expérience professionnelle et personnelle auprès des demandeurs d'asile, chez Projet Refuge, et auprès des personnes réfugiées qui sont parrainées. Il a travaillé avec la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, la TCRI, et il a travaillé également auprès des personnes réfugiées prises en charge par l'État au CSAI. Alors, Sylvain a su développer au travers des rencontres avec des personnes demandeurs d'asile et réfugiés un regard riche sur les défis qui impliquent le déracinement et l'enracinement dans nos communautés. Alors, soit le départ, le processus d'immigration et l'intégration aussi aux nouvelles sociétés d'accueil. Alors, sans plus tarder, je te cède la parole, Sylvain. Oui. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, oui, un regard riche, mais une richesse dans ma vie aussi de côtoyer ces personnes-là au travers les années avec lesquelles j'ai pu avoir le privilège de les côtoyer. Moi, je vais vous parler de l'immigration humanitaire au Canada, juste un petit survol vite fait. Donc, au Canada, on est l'un des rares pays, en fait, il y en a peut-être un peu moins d'une trentaine maintenant, qui reçoit ce qu'on appelle les réfugiés sélectionnés par le gouvernement, les réfugiés pris en charge par l'État. Donc, techniquement, c'est une recommandation du HCR qui identifie des personnes de par le monde, principalement dans les cas de réfugiés, selon des critères de vulnérabilité. Parmi ces critères-là, il y a les victimes qui sont les victimes de torture, les mamans monoparentales, les familles très nombreuses, les personnes qui sont dans les camps de réfugiés depuis très, très, très longtemps. Et on a reçu une famille il n'y a pas tellement longtemps.
Ça faisait 26 ans qu'il était dans un camp de réfugiés au Malawi. Ensuite, de la recommandation du HCR aux différents pays, le Canada en sélectionne un certain nombre, puis le Québec prend sa part de réfugiés par la catégorie des réfugiés pris en charge par l'État. Il y a aussi l'autre possibilité, Denise en a parlé aussi tantôt, le parrainage par le privé ou les collectivités. Ce sont des groupes de citoyens comme vous et moi qui se mettons ensemble puis qu'on décide de parrainer un ou une famille de réfugiés selon évidemment notre envie. On en fait d'abord la demande au Québec qui, si le groupe parrain se qualifie, parce qu'il faut se qualifier, ensuite la démarche se poursuit vers le Canada pour l'évaluation des personnes qui auront été sélectionnées par le groupe de parrains ici. Et il y a évidemment les demandeurs d'asile qui sont, eux, reconnus sur place, qui nous arrivent à nos frontières et qui demandent la protection. Donc, grosso modo, c'est à peu près le portrait de l'immigration humanitaire au Québec. Quelques chiffres. Pré-pandémie, et j'ai rajouté un petit caractère parce que je ne voulais pas me faire tirer des tomates, et pré-CAC. Donc, le Canada réinstalle, en fait, la cible du Canada pour la catégorie des réfugiés pris en charge par l'État, c'est 7 500 par année. De ce nombre, mais avant la CAQ, c'était 1 700 qui étaient réinstallés au Québec dans l'une des 14 régions. Parce qu'il faut savoir que le Québec a une politique de régionalisation. Donc, les réfugiés aussi sont, entre guillemets, régionalisés. Donc, Joliette est une des destinations de la réinstallation de ces réfugiés-là. Et le plus au nord ou le plus à l'est, dépendamment comment on se situe, c'est la ville de Rimouski. Donc, chacune de ces régions-là a des cibles à atteindre. Et nous, en fait, des cibles, je parle de cibles, mais vous comprenez que je parle de personnes réfugiées. Donc, de ce nombre-là, avant la CAQ et avant la pandémie, notre cible, nous, à Joliette, c'était 64. Maintenant, post-CAQ, avec la politique, on en prend moins, mais on en prend soin, on est rendu à 52 qui seront réinstallés à Joliette. Est-ce que Joliette pourra en prendre plus? Oui. Est-ce que le Québec pourra en prendre plus? Certainement que oui. Est-ce que le Canada pourra en prendre plus? Certainement que oui. Et je vous l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, ça prend la coopération des États. Et les États, nous, on en fait partie en tant qu'individus avec notre pouvoir de demander au gouvernement d'augmenter ses cibles. Donc, 16 mars 2020, le Canada ferme ses frontières. Moi, je m'en souviens du 16 mars. Cette journée-là, moi, j'étais à Montréal, dans un autre organisme à Montréal. Et à l'aéroport, on attendait, qui était déjà à l'aéroport, on attendait une dame iranienne, une dame réfugiée réinstallée. Elle était déjà à l'aéroport, ainsi qu'une famille syrienne qui était aussi à l'aéroport en attente d'embarquement. Ces personnes-là ne sont jamais arrivées, malheureusement. Et comme plusieurs autres aussi, à Joliette, c'est arrivé aussi. Puis de 16 mars plutôt, jusqu'au 2 décembre, à Joliette, il n'y a eu aucune arrivée. Donc, la première arrivée post-déclenchement de la pandémie, c'est plusieurs mois plus tard. Donc, les gens qui devaient arriver pendant cette période-là ne sont pas arrivés. Il y en a certains qui ont pu arriver après le 2 décembre et qui arriveront dans les prochains mois, on l'espère. Et moi, je peux vous dire que au début de la pandémie, si tu veux passer peut-être à la suivante, au début de la pandémie, tout le monde était stressé. Il n'y a pas juste les réfugiés qui vivaient un stress intense d'être réinstallés, de vouloir quitter, mais chaque personne avait un stress qui était, mon Dieu, qui était très grand parce qu'on était devant l'inconnu. On ne savait pas trop ce qui arriverait. On regardait les points de presse au quotidien à 11 heures le matin. Puis des fois, c'était 2 mètres, des fois, c'était 3 mètres. Des fois, il fallait rentrer à 9 heures, à 8 heures. C'était comme très mélangeant pour nous. Fait qu'imaginez-vous ce qui se passait dans la tête des personnes réfugiées. Une reprise qui est lente et complexe. Les chiffres ont été revisés. Comme par exemple... si je retourne dans les chiffres,
pré-pandémie, le Québec avait une cible de 1350. L'année pré-pandémie, le Québec avait reçu plus que la cible de 1350. On avait reçu un total de 1636 personnes au total. L'année passée, l'année pleine pandémie, là, on avait reçu 23 de nos cibles, alors que le Québec recevait 27 de ses cibles. Et pour ce qui est de l'année actuelle, on parle de reprise graduelle. Donc, au Crédit, pour le moment, on a atteint 63 alors que le Québec, quant à lui, a accueilli 52 Donc, le Crédit est en avance sur les autres régions pour la réinstallation et c'est toujours des cibles de 1 350 personnes annuellement en attendant que la CAQ revise ses cibles. Donc, évidemment que la reprise n'est pas allée aussi facilement qu'on l'aurait espéré. Donc, il y a eu toute la question des mises en quarantaine, les tests COVID pré-arrivés, à l'arrivée. Ça, je vais laisser ma collègue Natacha en discuter tantôt. Donc, le ministère de l'Immigration nous avait demandé d'ouvrir des appartements de quarantaine. Donc, tous les 14 régions ont ouvert des appartements de quarantaine qui facilitent grandement la tâche parce que ces appartements-là, évidemment, c'est des appartements. Donc, c'est pas une chambre d'hôtel ou de motel. Dans certains cas, c'était des motels. Donc, la vie en appartement est beaucoup plus facile quand on est enfermé au minimum 14 jours. Donc, l'appartement, on l'a appelé l'appartement à Lucie, en l'hommage de Lucie, qui est une de nos plus charmantes des bénévoles, qui est une grand-maman. En fait, elle souhaite qu'on l'appelle grand-maman Lucie. Donc, c'est une personne qui est très précieuse là, pour les personnes réfugiées qui arrivent à Joliette. Moi, il me reste... Bon, voilà. OK. Bon, on va passer celle-là parce que je ne veux pas trop déborder de mon temps. Donc, dans les adaptations, ben, en fait, il y a les préparations pré-départ sont minimales, comme je l'ai mentionné tantôt avec l'OIM. Les arrivées sont plus difficiles, mises en quarantaine, les tests COVID. Natacha va en parler peut-être un peu, pas peut-être, mais elle va en parler plus tantôt. Les procédures d'accueil habituelles sont chamboulées. Les interventions sont téléphone. Les fermetures de notre sans rendez-vous au Crédit. Les personnes pouvaient venir sans rendez-vous au Crédit. En fait, il y a eu une période où on était fermé comme la majorité. Là. Tout le monde était en lockdown. Donc, ça a causé évidemment beaucoup d'isolement chez les personnes qui arrivent. Il y a eu la suspension des cours de francisation, la fermeture des écoles, un développement de réseau social qui est très important à l'arrivée de ces personnes-là, ne serait-ce que par la mise en contact des personnes de même origine. C'était difficile, dans certains cas, c'était même impossible. Il y a eu le stress, j'en ai parlé tantôt, il y a eu le stress des intervenants et des intervenantes aussi. En fait, toute personne au début de la pandémie, on avait un immense stress parce qu'on était devant une espèce d'inconnu, vraiment inconnu. On n'avait pas de repère, on ne savait pas trop où on s'en allait. Et donc, là, je ne vois pas le dernier picot en bas. Là. Je ne sais pas si tu peux monter un petit peu. Ah ouais, ben oui, OK, je vois. En fait, la pandémie a aussi eu un impact majeur sur les parcs locatifs de logements privés. Il y a des personnes, il y a eu des séparations. Donc, au lieu d'un appartement, c'est 2 appartements. Il y a eu les personnes qui habitaient dans des ressources pour personnes âgées qui ne voulaient plus vivre de cette façon-là parce qu'ils s'étaient fait imposer des restrictions qui n'étaient pas nécessairement d'accord, qui étaient peut-être un peu plus poussées que ce que demandait le gouvernement. Donc, tout ça a évidemment des impacts sur la santé mentale des personnes réfugiées, mais aussi des personnes qui aident les personnes réfugiées. Merci beaucoup, Sylvain, pour ta présentation. Ça a été très intéressant et très concis aussi. Merci. Tu as respecté les temps. On continue avec Natacha Bérère, qui est intervenante communautaire interculturelle en santé et services sociaux auprès des personnes réfugiées au Crédit depuis 2013. Alors, je te cède la parole, Natacha. Merci. Merci beaucoup, Laura. Alors, très contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est une belle occasion de
c'est une belle occasion, je pense, pour nous tous, là, dans l'équipe immigration. Aussi, ça nous a permis de faire une réflexion sur la période bien intense qu'on vient de vivre là, dans l'accompagnement des personnes réfugiées, ce qui est notre travail au quotidien. Donc, avec la pandémie, c'est certain, ça a demandé plein d'adaptations, d'ajustements. Et ça a été une période intense, fait que c'est très intéressant pour nous de s'arrêter, de réfléchir, puis d'amener les points importants dans cette présentation-là. Alors, si tu veux, Laura, s'il te plaît, mettre la première des diapos. Merci. Alors, donc, moi, mon rôle au Crédil, comme accompagnante en santé et services sociaux, ben, c'est vraiment d'accompagner les personnes réfugiées. Ce sont les personnes réfugiées prises en charge par l'État que nous accueillons. Sylvain vient d'en parler, là. Une cinquantaine prévues cette année. Les années précédentes, ça pouvait être 60, 70, c'est déjà allé à plus que ça. Mais bref, toutes ces personnes-là, on les accompagne dans toutes les sphères de leur vie. Hein? On est une équipe une équipe de 7 personnes qui accompagnent ces personnes-là. Moi, mon rôle, c'est de s'assurer que ces personnes-là trouvent réponse à leurs besoins en santé et services sociaux. Alors, le centre de santé leur offre à l'arrivée un bilan de santé qui est fait par une infirmière, une travailleuse sociale. Et évidemment, suite à ce bilan-là, il y a beaucoup de suivi. On parle de personnes qui ont parfois presque jamais vu un médecin de leur vie, ni un dentiste, ni un optométriste, ou qui en ont vu là, seulement dans des cas d'urgence ou de grande nécessité. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire, il y a beaucoup d'évaluation à faire, et moi, je les accompagne dans toutes ces démarches-là, assez intensément pendant la première année, un peu moins après. Donc, évidemment, donc, avec l'arrivée de la pandémie, et on se reporte en mars 2020, ben là, c'est le grand confinement. Par exemple, lors des rendez-vous dans les institutions de santé, ben, il n'y a pas de possibilité. Non, si tu veux revenir, s'il te plaît, Laura, à la diapo précédente. Merci. Alors, donc, dans l'organisation des rendez-vous en santé et services sociaux, ben, là, il y avait un impact majeur. C'est-à-dire que là, il fallait les personnes que normalement, soit moi ou des bénévoles ou des interprètes accompagnent à leur rendez-vous, bien là, ces personnes-là devaient se rendre seules à leur rendez-vous. Donc, il fallait être créatif, il a fallu trouver des solutions pour organiser les déplacements parce que d'habitude, les personnes sont transportées par les intervenants, par les bénévoles, les interprètes majoritairement, jusqu'à leur rendez-vous, les familles là, qui viennent d'arriver. Mais là, c'était plus possible. Donc, c'était transport en taxi, transport dans les transports en commun, les transports en commun qui étaient parfois limités. Donc, il a fallu accompagner les gens à ce niveau-là. L'interprétariat, c'est un volet très important de tout l'accompagnement qu'on fait auprès de ces personnes-là et en particulier, évidemment, dans leurs rendez-vous médicaux. Beaucoup de mesures, évidemment, de consignes sanitaires changeantes. Donc, notre travail d'accompagnement, ça a été d'être en communication vraiment très fréquemment avec les familles pour s'assurer qu'ils comprenaient les consignes. À chaque fois qu'il y avait des changements, et Dieu sait qu'il y en avait souvent, bien, on communiquait avec eux pour voir s'ils avaient compris. On voulait s'assurer, bien entendu, qu'ils comprennent, que tout se passe le mieux pour eux, qu'ils soient en sécurité, et également, évidemment, que ça n'entraîne pas des conséquences pour eux. Là, par exemple, quand il y avait le couvre-feu, quand il y avait un nombre maximum de personnes qui pouvaient se réunir, etc. Donc, on voulait qu'ils comprennent ça. Donc, on a eu, c'est ça, ça a été des communications très fréquentes
on avait aussi le souci de la vigilance face au risque là, de réactivation traumatique. Denise nous a parlé au tout début des difficultés en santé mentale. Alors, la vaste majorité des personnes qu'on accueille ont vécu des expériences traumatiques. Et quand on se retrouve dans un contexte de pandémie qui vient déclencher, où il y a beaucoup de facteurs de stress, où il y a de l'anxiété qui peut s'installer, de l'instabilité, de l'insécurité, des mesures aussi comme plus de présence policière, etc., etc. Toutes ces choses-là peuvent réactiver chez les personnes des expériences traumatiques qu'ils ont vécues. Donc, nous, on était vigilants par rapport à ça pour pouvoir les appuyer, les référer aux besoins. Puis, il y avait des inéquités sociales aussi qui étaient évidentes. Là, par exemple, juste vous donner un exemple, une mère monoparentale, elle est en isolement parce que son enfant asymptomatique, mais est positif à la COVID. Elle est en isolement pendant 14 jours avec ses 3 jeunes enfants. Mais qui va lui apporter de la nourriture? Qui va faire son épicerie? Qui va veiller à tout ça? Donc, il fallait, nous, on était là, évidemment, pour faire le lien, trouver, s'assurer là, que tout se passe bien, mais ça nous mettait face aux iniquités sociales là, qui sont présentes. Une personne doit être en isolement, seule dans sa chambre. Oui, mais ils sont 7 à vivre dans un 5,5. Comment faire ça? C'est très difficile c'est très difficile à faire. Donc, il y avait tout ça. Puis, dernière chose, comme intervenant, c'est toujours bon de retourner le miroir vers nous, de regarder quelle est notre posture, quelle est notre position. Et puis là, dans la pandémie, nous-mêmes, on vivait du stress. En équipe, on pouvait avoir des postures différentes face au stress, à l'inquiétude liée à la COVID. Donc, c'était important de communiquer entre nous, puis aussi de se re-questionner dans notre rôle toujours comme intervenant pour offrir le meilleur accompagnement possible. C'est tout pour ça. Très rapidement, en santé, dans mon cas, avec l'équipe bilan de santé des réfugiés du CLSC, avec la clinique, le groupe de médecine familiale universitaire du nord de la Nadière, avec qui le Crédil, on collabore depuis plusieurs années. Il y a eu une excellente collaboration. Il y a eu même un rapprochement. Il y a eu de la complicité qui s'est installée pour faire preuve de créativité, pour pouvoir s'assurer que les personnes qui avaient besoin de suivis médicaux soient bien desservies, malgré le fait qu'elles devaient aller seules, comme je disais tantôt, sans interprète ou sans accompagnant au rendez-vous. Donc, il y a eu beaucoup de complicité. Moi, je lève mon chapeau là, aux gens en santé. J'ai trouvé qu'ils sont vraiment, comme on dit, revirés sur un dizaine, qui ont vraiment adapté leurs pratiques très rapidement et on a très bien collaboré. Les interprètes, les membres des communautés, des différentes communautés de personnes qu'on accueille, les communautés burundaises, congolaises, centrafricaines, syriennes, maghrébines, tous ces gens-là ont vraiment beaucoup aidé à ce qu'on puisse s'assurer là, que les familles les plus démunies, entre autres, là, continuent à bien se porter puis qu'on continue à se préoccuper d'eux. Il y a des nouvelles façons de faire qui se sont installées durant la pandémie, comme par exemple le fait de faire des interprétariats au téléphone, ce qui se faisait très rarement dans le passé, mais là, maintenant que ça s'est installé, quand c'est nécessaire, ça peut se faire. Et donc, c'est des choses qui sont des retombées positives. Et moi, je veux souligner en dernier lieu, évidemment, l'extraordinaire résilience et l'extraordinaire esprit de collaboration des personnes réfugiées avec qui on travaille, qui, dans toute cette période difficile-là, ont encore une fois dans leur vie fait preuve de grande résilience et d'esprit de collaboration. Alors, c'est tout. Merci. Puis, encore une fois, désolée pour le problème technique. Nous aussi, une autre employée de l'équipe d'immigration du Crédil, Émilie Picard,
Elle a suivi des formations dans plusieurs branches, dont l'éducation et la traduction. Elle termine présentement sa formation en éducation spécialisée. Elle réalise également un stage en pédopsychiatrie et connaît également très bien la réalité du métier d'enseignant et d'intervenant. Alors, elle s'occupe présentement du mandat d'intervenante communautaire scolaire interculturelle pour les Crédils et elle sera avec nous jusqu'au mois d'août prochain, 2020. Alors, elle va nous parler un peu plus de cet impact que ça a eu, que la pandémie a eu sur les jeunes, les plus jeunes, les enfants et les jeunes réfugiés qu'on accueille à Joliette. Alors, je te cède la parole, Émilie. Merci beaucoup, Laura, pour la présentation et merci beaucoup à tout le monde aussi d'être présent et de vous intéresser à ce sujet-là qui est les réfugiés et l'impact de la COVID sur leur vécu, en fait, sur leur intégration ici au Québec-Canada à Joliette. Donc, pour faire un petit résumé un peu de mon mandat en tant qu'intervenante communautaire scolaire interculturelle, donc moi, mon rôle, en fait, au Crédit, c'est vraiment de créer la collaboration entre les familles nouvellement arrivées et les milieux préscolaires et scolaires, donc CPE, école primaire, école secondaire, et de soutenir les familles ainsi que tout le personnel scolaire dans ces échanges-là. Donc, on va vraiment aussi suivre les familles là, tout au long du processus d'inscription scolaire, d'explication aussi du système scolaire québécois. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui arrivent ici qui ont peu ou très peu été à l'école. Donc, c'est vraiment là, le concept d'éducation et le concept, c'est ça, d'école peut être complètement nouveau pour ces gens-là. Donc, c'est vraiment de les accompagner dans ce cheminement-là lors des rencontres de parents, lors des discussions avec les enseignants et d'offrir un support un peu à tout le monde pour médiatiser tout ce qui peut se passer avec les écoles. Donc, on peut cliquer. Donc, les défis qu'il y a eu, moi, dans le fond, je suis arrivée ici en tant qu'intervenante stagiaire au mois de septembre. Donc, je n'ai pas vécu le gros de la pandémie. J'ai donc discuté avec mes collègues de travail ainsi que mes collègues partenaires là, qui sont dans les écoles primaires et secondaires pour avoir un topo de ce qui s'était passé. Et dans le fond, c'est un peu un résumé de tout ce que j'ai réussi à ramasser comme commentaire de tout le monde. Donc, les défis qu'il y a eu, c'est beaucoup la collaboration avec les réseaux scolaires. Comme tout le monde, en fait, autant québécois que juste la planète au complet, personne n'était préparé à ça. Personne n'avait de plan A, de plan B, de plan C pour vivre tout ce qui est arrivé dans les milieux scolaires. Donc, aussitôt qu'on a eu le flash de « Oh mon Dieu, pandémie », il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé, que c'est devenu à distance, qu'il y a des classes qui ont fermé. Il y a même une école, c'est ça, qui a fermé complètement à un moment donné aussi. Donc, le personnel scolaire en avait déjà par-dessus la tête à gérer avec toutes les nouveautés qui arrivaient, avec justement, comme on dit depuis tantôt aussi, les mesures sanitaires qui, même pour nous, étaient mélangeantes. Donc, ça changeait continuellement, qui était complexe, on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Donc, déjà, la collaboration avec le réseau scolaire était beaucoup plus difficile que naturellement, en fait, là, que ça se fait super bien, étant donné cette pression-là et ce stress-là. Ensuite, bien sûr, on avait la collaboration avec les parents. On a déjà un défi de communication avec la plupart des familles, en fait, qui arrivent ici au Crédil. Il y en a beaucoup qui sont allophones, donc en fait, qui ne parlent pas le français ou que ce n'est pas leur langue maternelle. Donc, déjà, on fait affaire avec des interprètes pour des discussions. Et c'est parfois difficile juste de communiquer avec eux par téléphone, de leur appeler pour leur dire un petit message. Ça peut être beaucoup plus périlleux qu'appeler n'importe quel autre parent qui parlerait français parce que justement, il y a vraiment la barrière de communication. En plus, à travers ça, justement, on rajoutait le stress des parents vis-à-vis ce virus-là qui ne savaient pas trop c'était quoi. Et en plus, ils ne comprenaient pas toutes les informations qu'ils recevaient parce que ce n'était pas dans leur langue. Donc, on se met un peu à la place d'eux. On arrive demain matin en Chine et pouf, il y a une pandémie. Puis là, on se fait donner plein d'informations en chinois. C'est pas super sécurisant. On ne comprend pas. Donc, c'est vraiment cette incompréhension-là qui a été un gros défi là, avec la collaboration avec les parents. Il y a également le concept de l'école qui était un peu abstrait au bout de la ligne parce que normalement, quand les familles arrivent, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment faire un parcours migratoire, on va leur expliquer le système scolaire, on va même aller faire une visite de l'école avec l'enfant, les parents, l'enseignante. Donc, on va vraiment accompagner physiquement la famille dans toutes ces étapes-là, en fait, pour le scolaire. Et là, dans le fond, ça ne se faisait plus parce qu'on n'avait plus accès. Donc,
Donc, voilà, donc tout ça devenait un petit peu abstrait pour les parents, pour des enfants qui n'ont jamais été à l'école, de se faire dire, on va faire l'école à la maison, en ligne. C'est pas clair. C'est comme si tout ce système d'éducation-là n'existait pas, en fait. Donc, il y a eu cette difficulté-là aussi qui a embarqué. Ensuite, on a beaucoup de familles qui arrivent et qui sont extrêmement nombreuses. Donc, on a des familles là, qui arrivent avec 4, 5, 6 enfants. Donc, ça fait 8 personnes avec les parents dans un même appartement. Donc, disons que ça ne donne pas un contexte d'apprentissage adéquat pour les enfants. Il y a peu ou pas là, de familles là, qui ont 6 emplacements dans la maison pour que chaque enfant ait droit à son espace de travail, ait droit à ses écouteurs, à son ordinateur, à sa tablette. Donc, les familles nombreuses, ça a été extrêmement difficile l'organisation par rapport à l'apprentissage en ligne. Ensuite, justement, en lien avec ça, l'apprentissage en ligne, tout ce qui est Internet, les outils technologiques, les logiciels, la plupart des parents ne savent pas comment les utiliser parce que dans leur pays, à la base, il n'y avait pas accès. Donc, comment utiliser un ordinateur, comment utiliser une tablette. Donc, tout ça, et en plus, on avait aussi les différentes plateformes que même nous, on a appris à utiliser un peu sur le tas. Donc, Zoom, Teams, avec Classroom. Là, parfois, selon les enseignants, selon les groupes, selon les écoles, c'était des logiciels différents qui étaient utilisés. Donc, un gros défi à ce niveau-là pour juste comprendre comment le tout fonctionne. Ça a été aussi un gros défi. Ensuite, encore une fois, c'est ça, les consignes sanitaires complexes et changeantes qui ont été très complexes à faire comprendre. Même justement, comme on le dit depuis tantôt, même pour nous, ça a été difficile. Donc, imaginez qu'on ne parle pas la langue. Ça a été un gros défi. Et finalement, tout ce qui est le soutien aux apprentissages. Donc, on a des enfants souvent qui arrivent avec des retards scolaires parce que justement, ils n'ont pas ou peu fréquenté l'école. Donc, quand on les passe selon nos critères à nous dans les écoles, ils n'ont pas les connaissances acquises de, par exemple, la 2e année en mathématiques ou en français ou en histoire ou quoi que ce soit. Donc, c'est déjà des enfants qui ont des gros défis, en fait, à l'école et que là, tout le soutien qui est présent à l'école n'était pas là. Donc, tout l'accès aux orthophonistes, aux orthopédagogues, au travail social, au TES, au soutien psychologique, au soutien de l'enseignante, en fait, parce que même un enseignant qui physiquement vient aider un élève directement au bureau, là, en étant en ligne, c'est extrêmement différent. Donc, il n'y avait pas ce lien-là qui a été créé, en fait, là, du côté humain avec les enseignants et le personnel scolaire. Et même avec nous, ça a été un petit peu plus difficile là, qu'à l'habitude, en fait, parce que justement, on avait beaucoup moins de contact direct avec notre clientèle. Donc, ça aussi, ça a eu un impact sur l'apprentissage. On peut changer, s'il te plaît. Parfait. Donc, les impacts qu'on a pu observer à cause de tout ça, en fait, ça a été vraiment, moi, ce que je me suis fait dire par les écoles, c'est que autant de la part des élèves qui sont dans les réfugiés que les élèves québécois, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette dernière année-là a juste pas existé, en fait. Les élèves ont vraiment un retard d'intégration scolaire d'environ 1 an. Donc, c'est vraiment des impacts au niveau du développement des enfants, au niveau de la maturité, de la stimulation, des habiletés sociales, l'apprentissage du français, l'apprentissage de toutes les autres matières. Aussi, ça peut être aussi simple, en fait, que l'apprentissage d'une routine, parce que pour nos enfants, justement, qui ne sont pas habitués au train quotidien de l'école, le fait de se lever le matin, déjeuner, faire le sac à dos, partir à l'école, passer la journée à apprendre, revenir à la maison, faire les devoirs, signer des papiers. Donc, toute cette routine scolaire-là, qui semble quand même assez anodine pour nous, parce qu'on est vraiment habitué de la faire, pour eux, c'est vraiment tout nouveau, en fait. Donc, tout ça, ça a eu un impact sur cette routine-là que les enfants n'ont pas nécessairement appris en faisant l'école à distance. Donc, il y avait aussi moins de rigueur aussi par rapport à ça, là, certains enfants, comme tout le monde, qui n'étaient pas aptes à apprendre à travers l'écran non plus. Mais donc, on a eu ça. On a aussi le comment apprendre, le comment écouter, l'espèce de sentiment d'être dans une classe avec les autres enfants, avec les autres élèves aussi, l'espèce de sentiment d'appartenance qui n'a pas été acquis par ces élèves-là, les comportements qui sont acceptables, le fait de lever la main. Donc, vraiment, tout ça, le comment une classe, comment une école fonctionne, ça a été complètement juste ignoré, en fait, là, pendant cette année-là. Donc, quand ils sont arrivés à la rentrée scolaire de septembre de cette année, là, c'est vraiment comme s'ils n'avaient jamais été à l'école.
Ensuite, on a beaucoup la détresse des familles qui ressort en ce moment, qu'on s'est fait dire par les écoles. Donc, avec l'isolation, avec justement, comme on disait tantôt, le manque de soutien, le manque de réseau, le manque de lien avec les autres communautés, il y a vraiment beaucoup de détresse familiale, en fait, là, qui se fait sentir. Et les familles ont besoin d'énormément de support en ce moment-là pour les aider à passer par-dessus et à un peu retrouver cette réintégration-là dans le système québécois, en fait, là, qu'ils n'ont pas eu pendant cette année-là d'isolation. On avait aussi, de la part de nos jeunes ados, beaucoup de comportements plus sédentaires, qu'on va dire. Donc, autant qu'il y en a beaucoup qui aiment le soccer, qui aiment bouger, qui aiment faire du sport, avec justement le fait de l'isolation et de rester beaucoup à la maison, à l'intérieur, les jeunes ont découvert beaucoup plus les réseaux sociaux, beaucoup plus aussi les jeux vidéo, donc tout ce qui est écran, là, on était comme un peu accro. Et les jeunes sont restés un petit peu dans ce pattern-là, si on peut dire. Donc, il y a aussi le fait que toutes les mesures sanitaires, ça ajoute un effort à faire pour aller voir ses amis. Donc, mais là, il faut que j'aille, mais il faut rester à 2 mètres, il faut mettre un masque, il faut aller dehors, il faut ça. Donc, les jeunes sont comme restés un petit peu dans leur sédentarité face à ça. Et en même temps, justement, là, avec toutes les plateformes qu'on utilise maintenant pour se parler à distance, justement, au lieu de parfois d'aller voir leurs amis, ils vont juste se faire une conversation Messenger vidéo, en fait, pour se parler au lieu d'aller se voir. Donc, il y a ce petit impact-là aussi qui est arrivé. Ensuite, on a bien sûr l'épuisement professionnel, autant de la part des intervenants, le personnel scolaire, les enseignants, vraiment, tout le monde a été épuisé. C'était du stress personnel qu'on avait par rapport à la pandémie, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos familles, que là, se rajoutait en plus le stress dans le travail de comment ça va gérer, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ma classe va fermer, est-ce que... C'est tout ça, tout le gros stress de tout le monde, juste rajouter une couche de plus. Et on avait aussi une baisse de l'estime de soi par rapport aux enfants et aux adolescents qui venaient avec ça. Donc, justement, le fait de moins voir leurs amis, de moins partager, de moins parler, de moins se livrer, comme ça a eu un impact sur l'estime de soi. Et le fait également d'être beaucoup plus sur les réseaux sociaux pendant cette période-là a eu un gros impact là-dessus. Donc, de se comparer beaucoup avec les autres, de se poser plus de questions, de ne pas avoir justement les endroits pour en parler. Ça a créé une baisse d'estime de soi chez beaucoup de gens. Donc, tu peux passer à la dernière, s'il te plaît. Et finalement, comment on a réussi à adapter toutes nos interventions par rapport à ça et les retombées positives que ça a donné. Donc, on a, dans le fond, tenté là, de créer des activités en ligne là, qu'on proposait sur la page Facebook du Crédil pour les enfants. On a essayé de créer des activités, des tableaux, justement, pour essayer de raccrocher les enfants aux connaissances, puis justement, essayer de trouver des trucs pour pallier, en fait, à ce qu'on n'avait pas accès aux écoles. Ensuite, on a notre collègue là, qui n'est pas présente ici, qui, elle, est ici jeunesse. Donc, elle s'occupe beaucoup des jeunes qu'on a dans nos familles. Et elle, dans le fond, elle offrait beaucoup des espaces d'échange pour les jeunes. Donc, elle faisait des discussions là, qu'elle faisait, je pense, une fois ou 2 semaines qu'elle nous disait où les jeunes pouvaient justement partager en ligne. Et ça leur faisait vraiment, vraiment du bien de pouvoir en parler, de pouvoir créer des liens, même s'ils n'étaient pas entre eux physiquement. Au moins, ça leur permettait de parler, d'échanger, de se raconter un petit peu. Donc, ça a vraiment été une belle idée. Et ensuite, on utilisait aussi toutes les opportunités qu'on pouvait pour briser l'isolement. Donc, justement, aussitôt qu'on a le droit à des rassemblements extérieurs, cette même collègue-là, justement, en a profité pour faire des activités extérieures avec les jeunes. Donc, aller prendre des marches. En même temps, ça les a ouverts un petit peu sur l'environnement, sur la nature. Donc, on a travaillé avec ça. Et ensuite, on a eu l'opportunité de faire, à chaque été, on a un camp de francisation ici au Crédil pour nos familles, en fait, les enfants des familles. Et justement, là, à l'été 2020, on n'a pas eu l'occasion de le faire étant donné les mesures sanitaires. Mais on a eu l'occasion de le faire l'été passé, donc en 2021. Donc, au moins, avec les mesures, on a quand même réussi à accomplir ça pour nos familles du Crédil. Et pour l'instant, 2022, tout devrait être beau aussi pour qu'on puisse avoir le camp de francisation. Et finalement, tout ce qu'on a appris de ça, en fait, c'est juste qu'on va être préparé pour l'avenir. Donc, on a pataugé un petit peu en 2020 quand c'est arrivé, mais finalement, là, justement, malheureusement, la crise sanitaire n'est toujours pas finie, la pandémie non plus. On ne sait pas trop où ça s'en va, mais on a des meilleurs moyens et des meilleures préparations pour pouvoir affronter ça une nouvelle fois si jamais ça arrive.
Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été très complet. Très intéressant de voir que ça a posé pas mal de défis pour l'équipe, mais également pour les enfants, les familles. Mais je pense qu'on ressort tous avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup des choses nouvelles, des choses positives aussi en même temps. En fait, l'apprentissage majeur, c'est déjà quelque chose qui était, qu'on savait, mais ça a été encore plus évident durant la pandémie. Là, c'est que nous, l'équipe du Crédil, on travaille fort, on est engagé, on adore notre travail, mais sans les bénévoles qui nous entourent, sans les interprètes avec qui on travaille, sans la communauté qui se mobilise, les liens qui se tissent entre une nouvelle famille qui arrive puis les personnes déjà dans la communauté, que ce soit des gens arrivés ici depuis longtemps ou des gens qui sont arrivés depuis peu, ben sans cet appui-là, là, on réussirait rien. Là. On réussirait à faire des petites choses, mais ça serait vraiment pas suffisant pour bien accompagner et accueillir ces personnes-là dans notre communauté. C'est ça que je voulais dire brièvement. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Alors, on a Sylvain qui voudrait intervenir. Vas-y, Sylvain. Oui, en fait, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Natacha. Puis, je rajouterais aussi que devant cet inconnu-là, dans lequel on était plongé, là, les 7,8 milliards de personnes sur la planète, il y a eu comme une capacité de se solidariser ensemble. Et moi, je l'ai vu au Crédil, cette solidarité-là, entre les personnes réfugiées elles-mêmes. Tu sais, des fois, c'était le voisin d'en haut, c'était un Syrien, puis l'autre, c'était une personne d'Afrique, par exemple, où il y avait une solidarité qui se créait dans le grand confinement, là, à l'époque où on pouvait plus sortir, où il fallait être chez nous à 8 heures le soir. Natacha a parlé d'une maman monoparentale avec 3 enfants qui fait l'épicerie. Tu sais. Il y a eu une espèce de mouvement de solidarité qui s'est créé. Qui, en tout cas, pour ma part, à moi, me fait du bien parce qu'on est dans des sociétés plutôt individualistes. Puis on a vu qu'il y avait quelque chose, une espèce de petit mouvement qui se créait. Fait que ça, c'était un apprentissage pour moi de voir que devant l'adversité, il y a de la solidarité qui naît. Merci beaucoup, Sylvain. On a Denise qui voudrait ajouter un commentaire. Oui, en fait, justement, dans ce sens-là de solidarité, vous savez, au HCR, on a besoin d'argent pour les programmes internationaux et on s'est rendu compte que les donateurs, alors qu'on pensait que les gens allaient plutôt, vous savez, il y en a qui ont perdu de l'emploi, bon, etc. Là, les donateurs étaient au rendez-vous. Et beaucoup plus qu'on pensait, et ce qui fait que cette année, pour les levées de fonds, par exemple, depuis le 2020 et aussi cette année, ça n'a jamais été aussi fort. Et ça nous a beaucoup surpris et en même temps, ben, ça nous a évidemment réconfortés. J'ajouterais aussi sur une autre... les outils que les gens ont dû créer ici, et je trouve ça absolument très intéressant ce que vous avez dit, Émilie, Natacha et Sylvain, sur votre vécu ici. Mais les outils, par exemple, qui ont été développés parce qu'il fallait bien rejoindre à un moment donné nos personnes qui ont besoin de protection internationale pour pouvoir les interviewer. Donc, il y a eu aussi l'accès à des outils électroniques. Bon, c'est peut-être pas parfait, hein, c'est peut-être pas idéal, mais ça a permis de développer ça. Puis je regarde ici du côté du système de détermination de réfugiés du Canada. Il y a eu aussi, évidemment, des audiences. Bon, peut-être qu'il y a des controverses autour de ça, mais toujours est-il que ça a permis quand même aux gens de ne pas attendre, déjà qui attendent des très longues, et il y a eu cette espèce d'arrêt du tribunal pendant un certain nombre de mois qui cause énormément de stress, pas juste de stress, mais aussi du désarroi aux personnes demandeurs d'asile. Bien, ça a quand même permis ces audiences virtuelles de pouvoir faire fonctionner le système. Certains même y ont trouvé leur compte parce qu'apparemment ce serait moins intimidant que si c'était en personne. Alors, c'est pas tout négatif, effectivement. Il y a des choses qui ont été essayées, puis avec succès, en tout cas, on pense. Mm-hmm. Merci beaucoup, Denise, pour ton commentaire, ta réponse aussi à cette question-là.